Est-ce que le vote et l'élection sont une seule et même chose? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec David Nadeau. Bonjour David. Et bonjour David, et merci d'accepter ce jeu de prendre ma place pour une fois. Je t'inviterai à reprendre cette place. C'est une place que tu connais puisque toi-même tu es journaliste en freelance et qu'il t'arrive régulièrement d'interviewer des gens. C'est ça. Et qu'on a le même prénom, donc voilà. Entre David, on se dédouble. Bon, Oui, donc j'ai été un peu surpris de lire parce que tu m'as envoyé un papier comme quoi tu disais que tu n'avais jamais voté de ta vie. ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ben oui, en fait, de toute ma vie, je n'ai jamais voté. Pourtant, à chaque fois que la République française me l'a proposé, je suis allé au bureau de vote. Parfois même, j'ai tenu le bureau de vote comme assesseur, comme scrutateur, comme délégué, pour ceux qui connaissent un petit peu plus le milieu. Et ce jour-là, comme toutes les autres fois, j'ai glissé un bulletin dans l'urne. Et pourtant, je l'affirme, je n'ai jamais voté de toute ma vie. J'ai seulement participé à des élections. Et justement, qu'est-ce que tu fais comme distinction entre voter, participer à des élections? Enfin, j'ai un peu du mal là-dessus, là. Ah, je comprends, je comprends. C'est un peu technique, mais je reprends une définition qu'on va trouver chez Wikipédia, par exemple. Le vote, ça vient du latin qui dit veut. C'est une méthode permettant à un groupe de prendre une décision commune. La pratique du vote vise à donner une légitimité à la décision en montrant qu'elle ne vient pas d'un individu isolé. Avant que le vote proprement dit n'ait lieu, il est fréquent qu'un temps de discussion ou de débat soit ménagé pour permettre à chacun des votants d'exposer ou de prendre connaissance des arguments. Et l'élection, quant à elle, ben en fait, c'est la désignation par le vote d'électeurs, donc le vote d'électeurs, ça en fait partie, de personnes destinées à les représenter ou à occuper une fonction en leur nom. En fait, en France, le vote est uniquement électif. Avec Donc en fait, on utilise une toute petite partie de l'outil vote qui est beaucoup plus large. Alors, je dis pas que les Français n'ont jamais voté, mais il est vrai que la dernière fois qu'on leur a demandé, c'était en 2005 et leur vote, eh bien, on s'est assis dessus, 3 ans plus tard. Tu parles de 2005. Est-ce que tu peux rappeler un peu les enjeux à l'époque, ce que c'était, quel était le motif? C'est un référendum, c'est ça? C'est ce qu'on appelle. Oui, et justement à mon tour d'avoir été surpris et choqué quand tu m'as dit: «Mais 2005, tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est». Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il y a des gens, peut-être qui m'écoutent actuellement, qui, en 2005, sont nés. Aujourd'hui, ils ont le droit de vote et ils savent même pas ce qui s'est passé en 2005. En 2005, c'est la dernière fois qu'on a voté. Moi-même, j'ai pas voté, j'étais trop jeune pour ça, mais on a proposé aux Français de participer à cette décision. Est-ce qu'on allait accepter, hem, un nouveau traité européen, la nouvelle constitution européenne? Et puis il y a eu des débats. Donc on a pu voir les arguments des uns, des autres. Tout le monde pensait que ce traité serait accepté par les Français et puis, aux surprises, les Français en ont décidé autrement. Certaines mauvaises langues disent que c'est parce qu'ils ont voté pour la mauvaise raison. Non, moi je crois que les Français sont des gens sérieux. Quand on leur explique les tenants ou aboutissants d'un sujet, ils sont capables, comme tout adulte, de prendre des décisions et ils ont fait un choix qui était de refuser ce traité, cette constitution européenne qui a été en fait remodelé. Certains ont fait le travail de chercher, tous les articles. En fait, ils ont tous été mis dans un sens différent, mais tous les articles qui posaient problème, aux Français en 2005 ont été adoptés sous une autre forme en 2008 et c'est la constitution européenne, sous laquelle nous vivons actuellement. Et donc la dernière fois que les Français ont voté, 3 ans plus tard, on s'est assis sur leur vote. Et du coup, ça a quelles conséquences selon toi? Enfin, Beh, qu'est-ce que ça dit peut-être de la démocratie, du système dans lequel on vit actuellement? par facilité, par, oui, c'est plus facile. En fait, le système dans lequel on vit aujourd'hui, est plus simple parce qu'il donne l'occasion à certains d'exercer, le pouvoir, la gouvernance sur le pays, en mettant le peuple de côté, moi je suis franco-suisse. Donc toute mon enfance, donc j'ai vécu en France tout le temps, la Suisse c'était pour les vacances, mais chaque fois j'avais un choc culturel. J'allais voir mes cousins et mes cousins aujourd'hui, ils votent 4 fois par an. C'est les votations et ils ont des sujets de société
Et il y a plus que le fait de voter, il y a toute une dynamique aussi de subsidiarité où ce qui peut être géré à l'échelon de la commune est géré par les habitants de la commune. Et si c'est trop gros, ça passe à l'échelon cantonal. Et si c'est trop gros, ça passe à la fédération. C'est tout le contraire de la philosophie française où, en France, on a tout centralisé. Et puis l'État donne quelques droits par-ci, par-là. J'ai souvent trouvé que la Suisse était finalement beaucoup mieux gouvernée parce qu'il y avait ce double appui. D'un côté, la subsidiarité, le plus petit échelon qui peut décider le fait, et puis de l'autre côté, cette participation citoyenne au vote régulièrement. Mais là, moi, je peux objecter que, enfin, je veux pas être méprisant envers les Suisses, loin de là, mais Oui, voilà, ils sont peut-être quoi? Ils sont 8, 10 millions maximum. En France, oui, on est quasiment 70 millions. On est une puissance nucléaire. On a une présence militaire bah, quasiment sur tous les océans. oui. Euh, est-ce que, justement, est-ce qu'on pourrait avoir un système démocratie directe comme en Suisse, voilà, en France, avec toute notre histoire, Ouais. avec tout notre système politique. Ouais. Alors on a l'impression qu'ils décident de tout, mais justement, comme je l'ai dit, en fait, souvent on ne regarde que la première partie, on regarde la partie votation. Mais la clé de la démocratie, comme elle est vécue en Suisse, si elle devait être vécue en France, il y aurait des adaptations. On ne peut pas prendre un modèle, et le modèle est culturel, il y a une histoire. La France aussi a son histoire. Mais si on venait un peu plus de démocratie, ce qui serait le bout plus important des 2, c'est le deuxième côté, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des sujets qui sont d'ampleur nationale et qui ne peuvent pas se régler, à l'échelle de la commune. Mais il y a plein de choses qui se gèrent à l'échelle de la commune. Et justement, toi, comment est-ce que tu vois le côté démocratie? Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on regarde les choses, en France, on est dans un système on va dire, on a une démocratie représentative. C'est-à-dire Oui, on va voter et on va dire, notamment pour le pouvoir législatif, on va voter pour des députés oui, qui qui vont être des représentants, non pas de nos propres idées, mais enfin, ils sont représentants de la nation, en fait. oui. Et justement, est-ce que j'ai l'impression que toi, dans le papier que tu m'avais envoyé, c'est que ça te posait un problème. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus là-dessus? Oui, alors, je dis pas que ça me pose un problème directement. Moi, si je reprends l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc issu de la France, hein, elle prévoyait que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Et donc, on voit que dans la Déclaration des droits de l'homme, on prévoit les deux. Soit les citoyens peuvent concourir personnellement, soit ils ont des représentants. Et en fait, ce que je regrette, c'est justement que la République française a oublié de mettre en fait en place les modalités qui me permettraient, moi, en tant que citoyen, de concourir personnellement à la formation de la loi. Elle me laisse le seul choix de faire confiance à quelqu'un qui, pour moi, c'est un comble, n'a aucune obligation de défendre mon opinion, ni même de tenir les positions qu'il s'est engagé à porter pendant sa campagne. Et c'est même écrit dans le marbre, affirmé par la loi française, l'interdiction du mandat impératif. Alors, je vous explique ce que c'est. Je prends mes notes parce que je ne peux pas m'en rappeler de tête, je ne suis pas comme certains. Et ça se trouve dans l'article 27 de la Constitution de la Cinquième République. Cet article stipule que tout mandat impératif est nul, signifiant que les élus, les députés, les sénateurs sont libres de leur vote et de décision au Parlement et ne peuvent pas être contraints par leurs électeurs ou leur parti à voter d'une certaine manière. Cette disposition est censée assurer l'indépendance des élus vis-à-vis de leurs électeurs et de leurs partis politiques, et les empêche d'être légalement contraints à suivre des instructions précises. Mais c'est contradictoire. Comment une personne pourrait être mon représentant si elle peut ne pas représenter les idées pour lesquelles je l'ai élue? On se met d'accord, la démocratie parle, nous votons pour quelqu'un, peut-être que la personne qui est élue ne défend pas mes idées. Pas de problème, c'est le jeu de la démocratie. Mais pourtant, j'attends au minimum qu'elle défende ce pourquoi elle a été élue. Eh bien, ceci est interdit. Et c'est ça qui me c'est aussi ça qui me dérange. C'est-à-dire que on peut avoir des gens qui se présentent avec un programme et puis, en fait, qui ne vont pas l'appliquer derrière. Et ils ont le droit. Ils ont le droit de faire le contraire de ce qu'ils ont annoncé. Je trouve ça, surprenant. Ça veut dire qu'on va davantage voter pour j'allais dire, des personnalités, des personnes,
en fonction éventuellement de leurs engagements antérieurs, de leur personnalité, caractère, etc., que pour les idées politiques qu'ils proposent d'appliquer. Oui, oui, et je crois que c'est un problème. Je crois que c'est un problème. Justement, si je vous dis, est-ce que tu connais, alors peut-être toi parce que tu es un peu plus intéressé à tout ce qui se passe en France et en Suisse, mais est-ce que tu connais un homme politique suisse? Je dirais Alain Berset, Voilà, je crois qu'on n'est pas beaucoup. voilà. Mais et encore, tu as réussi à sortir un nom. La majorité des Français ne sauront pas donner le nom d'un politicien suisse. Si on fait le contraire, les Suisses connaissent nos politiciens. C'est pas que nous, on s'intéresse pas à eux, c'est que, c'est moins important. Les idées comptent plus que les personnes. Les personnes sont importantes. Les personnes sont celles qui peuvent mettre en application des idées et cetera. Mais personnifier, les choses, c'est étrange. Et en fait, ce qui me permet de m'en rendre compte, c'est justement cette double culture qui me permet de me dire: «C'est étrange qu'il y a un métier qui soit de, se faire élire tout le temps sur des choses qu'on va pas forcément appliquer». Heu, les idées sont moins importantes que les gens. Je trouve ça surprenant. Je crois au débat d'idées, je crois que ce qui compte plus que au-dessus de nous, les gens passent, les personnalités passent, les personnalités changent, mais les grandes décisions du pays, les grandes directions du pays, je crois que c'est quelque chose que nous méritons. Si on veut être vraiment citoyen, eh bien, être citoyen, ça devrait être d'avoir le droit de participer à la discussion. Mais est-ce que justement le fait d'être dans une démocratie représentative, Mmh. est-ce que ça permettrait pas, notamment d'avoir des gens qui sont formés à la chose politique, qui sont peut-être passés par Sciences Po, je sais pas, l'ENA, des écoles où ils ont appris à peut-être réfléchir de façon un peu structurée, Mmh. sans forcément être dans ces faire partie de ces élites-là, mais des gens qui ont pu réfléchir, peut-être qui vont avoir un jugement ou des idées, un peu plus Mmh. cadrées, peut-être un peu plus pertinentes que, je sais pas moi, ma voisine ou mon garagiste, enfin. Alors, j'avais pas forcément prévu de dire ça, mais puisque tu m'y amènes, j'ai fréquenté, pas mal d'hommes politiques et j'en fréquente encore et c'est pas toujours les plus pertinents qui se retrouvent en responsabilité. Je me suis rendu compte et il y en a des très bons et j'en connais des très bons, et des fois j'envoie des petites notes à certains, pour qu'ils puissent, les mettre en œuvre si elles leur parlent, mais je me suis rendu compte que le fait que les choses soient personnifiées, heu, ça crée des histoires de clans, ça crée des ça les ceux qui réussissent le plus, c'est pas forcément ceux qui sont le plus pertinents, mais parfois, c'est ceux qui arrivent le mieux à manipuler ou qui, qui arrivent à être au bon endroit au bon moment, totalement indépendamment de leur qualité intrinsèque. Ce système-là ne permet pas, en toute objectivité, de mettre les personnes les mieux formées et les plus à même de prendre les bonnes décisions pour notre nation. J'en suis convaincu parce que je l'ai vu. Et tout à l'heure, si tu me permets une question un peu personnelle, le fait que tu dises que tu jamais voté, il y a bon après tu as fait la distinction, on a un peu mieux compris. Mais au-delà, la question provoque, est-ce que tu as parce que tu m'as dit que tu avais aussi tu as mis des bulletins, dans l'urne, donc ça veut dire que tu as déjà, sélectionné un candidat, dans Oui, l'offre électorale qu'on te présentait? oui. Donc quelle est ta question? Non, non, c'était est-ce que du coup, tu as déjà participé à, j'allais dire, au déroulé électoral, à, j'allais dire, la grande fête démocratique qui se présente, même si on t'a pas demandé, à part le choix des candidats, on t'a pas demandé de te positionner Oui, sur un sujet ou un autre. Par exemple, oui ou non à la Constitution oui, européenne, tu étais oui. trop jeune. Non, c'était juste pour préciser. Oui, oui, donc en fait, moi, j'ai participé et je participerai à la prochaine élection qu'on va nous proposer, j'irai mettre mon bulletin dans l'urne. C'est pas parce que je dis que ce, système, n'est pas l'idéal de auquel j'aspire que je refuse d'y participer. J'ai même moi-même été candidat, à des élections, à une époque où j'avais peut-être moins réfléchi.
Je regrette pas du tout d'avoir été candidat, c'était des très bonnes expériences, j'ai apprécié certains duels, que j'ai eu à mener, politiquement, et chose surprenante, je suis même devenu, avoir une relation presque amicale avec certains de mes anciens adversaires politiques parce que justement, j'ai pris un pas de côté et je suis allé rencontrer l'homme qui était derrière le personnage public. Mais, et j oui, je participe à cette grande fête, comme tu le dis, de façon différente. Mais n'empêche que j'aspire quand même à plus. Et peut-être, je sais pas si, je sais pas si c'est dans le cadre de cette vidéo qu'on va pouvoir trouver la solution, mais, ou en tout cas, est-ce que c'est le moment? Est-ce que toi, tu aurais un peu une ébauche de solution pour, ou en tout cas, je vais dire un premier pas pour arriver vers quelque chose de plus vertueux et peut-être davantage un modèle démocratie directe comme en Suisse? Mmh. Alors, tu me prends un peu de court, mais je vais quand même improviser une réponse qui me semble être à peu près correcte. Hem, il va y avoir un moment, en France, un moment, où il va y avoir une rupture parce qu'on arrive à la fin d'un cycle démocratique. Il y a une demande de plus de démocratie, on ne connaît pas la forme, on ne sait pas. Je crois que ce qu'il va falloir faire attention en tant que citoyen, c'est que le jour où, nous allons élire une personne qui arrivera avec une volonté de changement de constitution, il faudra qu'on refuse que ce soit ceux que l'on vient d'élire qui l'écrivent. Ou alors que ceux qui s'engagent à l'écrire, vont dès le début dire que, ils renoncent à la mettre en application, à être eux-mêmes les prochains au pouvoir. Parce qu'en fait, le gros problème de notre constitution, c'est qu'elle est écrite par ceux qui nous gouvernent. Et en fait, une constitution est censée protéger les citoyens et pas devenir un outil qui permet je perds mes mots, qui permet en tout cas d'asservir les citoyens. Donc si les personnes qui sont censées être un jour au pouvoir écrivent la constitution, ils vont l'écrire pour eux-mêmes. Donc ce jour-là, ça sera difficile parce que notre mode électif nous tend à adopter une personnalité et il va falloir l'adopter et en même temps lui dire: «On adopte parce qu'on souhaite changer de constitution, mais soit tu renonces à gouverner en suivant, soit tu laisses des citoyens écrire cette constitution». Et justement, enfin, on l'a peut-être déjà un peu évoqué, mais j'avais cette question, c'est le fait en fait, on peut pas forcément être au courant de tous les enjeux, dans le sens, bah, que ce soit même, voilà, je suis pas forcément quelqu'un, je connais pas par cœur la Constitution, je connais pas forcément la jurisprudence, même, enfin, voilà, je suis pas du tout formé en droit constitutionnel, par exemple. Hem, donc il y a bien des moments où même, par exemple, sur des dispositions agricoles, ou des choses très précises, des histoires de normes et cetera, il y a bien des moments où, en tant qu'électeur, on a besoin de personnes qui vont lire les dossiers, qui vont s'y consacrer à temps plein, qui vont pouvoir représenter aussi, Oui, qu'est-ce que tu en tu as penses? raison et ça s'appelle, notamment le journalisme et l'éducation populaire et ça, à tous les 2, ça nous parle. Toi-même, tu es journaliste. Moi, j'écris de temps en temps quelques piges, mais c'est pas mon métier. Mais l'éducation populaire, c'est une partie de ma formation et c'est justement c'est aussi le travail que je fais que l'on fait sur cette chaîne, YouTube. C'est d'aller chercher les gens qui savent, les gens qui ont travaillé les dossiers, les gens qui ont des choses pertinentes à dire. Alors sur cette chaîne, la spécificité, c'est que il y a un biais ou un avantage, c'est que, les spécialistes, les témoins qu'on choisit sont tous protestants. C'est une particularité et c'est un biais que l'on assume. Mais justement, c'est là que justement entre en acte et en réalité la vraie éducation populaire, celle où les gens qui connaissent vraiment les dossiers peuvent venir expliquer à ceux qui n'ont pas le temps, bah, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les dossiers. Et on peut aussi, mettre, face à face des personnes qui vont avoir des avis qui sont divergents ou complémentaires. Et moi, je fais confiance, aux citoyens pour, s'ils le connaissent pas encore, s'ils le savent pas encore, apprendre à distinguer les choses, à écouter et puis à se faire leur propre avis. Moi, je ne considère pas que les citoyens sont des enfants. Je considère que les citoyens sont ou doivent ou peuvent devenir des adultes, conscients d'eux-mêmes, conscients des choses et en capacité de faire des choix. Mais justement, dans cette optique-là, est-ce que tu peux parler un peu de
des outils qui sont mis en place justement pour essayer de mieux comprendre les programmes à chaque échéance électorale, chaque, on va dire, grandes élections nationales? Oui. Bah, c'est vrai que justement sur cette chaîne, avec l'Université populaire protestante, on prend le temps chaque année, hem, de pas chaque année, mais à chaque fois que ça se représente d'avoir une élection nationale, eh bien, de décortiquer les programmes des candidats et puis ce qu'on fait, c'est qu'on anonymise tout ça et puis on va discuter des programmes. Juste des programmes. Pas de, qu'a fait, cette personnalité avant, qu'est-ce que ça, c'est des choses qui comptent, effectivement, dans notre processus démocratique actuel, mais c'est des choses qui sont faites partout, qui sont faites à la télé, qui sont très classiques. Et là, on prend les programmes des candidats, on anonymise tout ça et on présente ces programmes à des témoins, à des experts du sujet et on leur demande de commenter. Et ils commentent sans savoir qui a proposé. Et si ça se trouve, la personne qui a proposé quelque chose qui leur paraît être, super cohérent, en fait, c'est une personnalité pour laquelle ils ne voteraient pas. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on réfléchisse et qu'à la fin de la soirée, à chaque fois qu'on fait ça, à la fin de la soirée, on révèle qui était tel candidat. Par exemple, la première fois qu'on a fait ça, et bien, à la f c'était pour le second mandat du président Macron et donc à la fin de la soirée, on disait, ben, sur les thématiques justice qu'on a abordées ce soir, eh bien, A, c'était Macron, B, c'était Mélenchon, et ainsi de suite, en présentant tous les candidats, mais par le biais des programmes et donc pour moi, ça fait partie de participer à l'éducation populaire et politique des Français et des citoyens que je souhaite qu'ils puissent devenir un jour. Est-ce que tu aurais un dernier mot sur ce sujet du vote, des élections, sur tout ce sujet, enfin ce thème qu'on a Mmh. abordé ensemble? Oui, ben en fait, je l'ai déjà un peu dit, mais je voudrais quand même rester là-dessus. C'est que dans quelques jours, comme toutes les autres fois, je me rendrai au bureau de vote et c'est pas parce que j'estime ne pas avoir assez de droits que je vais renoncer au peu que l'on a accepté de me donner. Mais quand même, me reste cette question, on n'y répondra pas aujourd'hui, est-ce que une république qui ne permet pas à ses citoyens de participer aux décisions sur les grandes orientations politiques, économiques et sociétales, est-ce que cette société est vraiment une démocratie? Mais ça, c'est un autre débat. Merci à chacun de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à venir enfin, et à participer aux prochaines élections et à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs.